vos utilisateurs sont déçus alors que votre produit tient ses promesses? C'est souvent là que se cache le vrai problème, un décalage entre ce que vous racontez et ce que vos utilisateurs vivent réellement. Dans cet épisode, je reçois Hélène et Dorian qui travaillent main dans la main sur des sujets de product marketing et product design pour aider les entreprises à aligner promesses de vente, expérience utilisateur et adoption produit. Ensemble, ils partagent leur approche terrain pour faire collaborer ces deux fonctions souvent silotées. Vous allez notamment découvrir comment détecter les signaux faibles d'un désalignement entre product marketing et product design, pourquoi l'alignement entre messaging et expérience produit est clé pour éviter frustration et churn, comment travailler l'onboarding, adoption et go-to-market en binôme PMM et product design, les erreurs fréquentes comme l'overpromising ou le storytelling non aligné entre les différentes équipes, et leurs méthodes pour aligner marketing, produit et design autour d'une même promesse. C'est un épisode pour comprendre concrètement comment mieux collaborer avec le product design et créer une expérience cohérente de bout en bout qui favorise l'adoption sur le long terme. Bonne écoute. Salut Dorian, salut Hélène, je suis super contente de vous avoir tous les deux au micro du podcast. Comment vous allez ? Écoute, salut Carlotta, ravi aussi et on va super. On est d'autant plus ravis que ça fait longtemps qu'on se court après pour ce podcast, donc c'est trop bien. Ouais, super content pour mon vrai premier podcast, donc super excité aussi. Et pour commencer, une question qui ne devrait pas être trop compliquée. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Hélène Chaumienne, j'ai 20 ans de marketing derrière moi, toujours en B2B, quasiment tout le temps, soit chez un éditeur de logiciels, soit chez un éditeur de solutions digitales. Et il y a 8 ans, j'ai fait le pari de me lancer à mon compte en créant 365 degrés avec l'ambition d'accompagner des PME qui avaient besoin d'un renfort et de support en marketing. Et mon background aidant et mon réseau aidant, finalement, je suis restée dans l'univers du soft. Et au fur et à mesure que j'accompagnais mes clients, en fait, je constatais que le product marketing jouait un rôle de plus en plus essentiel dans ces boîtes qui souvent étaient un peu sous-staffées en équipe marketing. Et comme j'avais cette appétence tech, et puis évidemment cette casquette marketing, en fait j'ai naturellement et petit à petit réorienté mes missions vers le product marketing. Et donc moi, Dorian, je suis breton d'origine. Je suis arrivé à Paris il y a 10 ans. Moi, ma carrière, elle est de 10 ans, elle n'est pas de 20 ans comme Hélène. Mais en gros, j'ai débuté ma carrière à Paris, plutôt un peu comme je pense beaucoup de designers de ma génération, plutôt côté marketing, graphiste. Et en fait, c'est là où d'ailleurs j'ai rencontré Hélène. Et en fait, là où on travaillait, c'était un éditeur de logiciels. Donc j'ai pris un virage sur la partie plutôt UX, UI, pour accompagner le développement du logiciel. Et après, je suis rentré en startup, là où j'ai vraiment pris la vraie casquette de product designer complètement, quoi. Et voilà, moi, mon objectif, c'est toujours d'accompagner les équipes produits dans la conception de leurs produits à travers les bonnes méthodes, les bonnes techniques, les bonnes approches, toujours avec l'idée d'avoir une vision produit, d'amener un produit qui est utilisé et surtout qui a un impact business derrière, quoi. Et j'adore parce que justement le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle très peu, de la collaboration product marketing design. On parle toujours du product marketing et du product management, PMM marketing, PMM CSM, PMM sales, et puis on oublie le PMM et le design. Donc voilà, aujourd'hui, on met fin à ça. Et pour commencer notre discussion, j'aimerais bien savoir comment est-ce que votre collaboration elle a démarré et qu'est-ce qui vous a poussé du coup à travailler plus étroitement ensemble quand, Hélène, tu t'es lancée à ton compte avec 365 degrés. Je vais commencer parce que c'est le début de l'histoire. En fait, le début de l'histoire, ce que j'expliquais, en fait, quand je suis arrivé à Paris, pour mes études, je suis rentré chez un éditeur de logiciels et en fait, la manager qui m'avait recruté à la base, la semaine où j'arrive, m'annonce qu'en fait, elle quitte l'entreprise. Elle avait senti le truc, je crois. C'est sûr. Donc, elle me dit, je m'en vais. Donc, je me retrouve seul en salle de réunion et là, arrive Hélène, qui du coup reprend le flambeau, elle qui n'était pas du tout dans le design, elle était plutôt dans le contenu et dans le branding. Et donc du coup, on a formé le studio chez ces éditeurs. Et en fait, très rapidement, pendant plusieurs années, on a formé un binôme hyper complémentaire. On était sur la même ligne. Quand on avait des demandes, tout était clair. Enfin, c'était vraiment une complémentarité qui était complète. À un moment, Hélène, encore abandonné en plus de l'autre manager pour créer l'agence. Mais en fait, ça n'a pas duré trop longtemps parce que
que ça soit chez l'éditeur ou la startup où j'ai été, en fait, j'avais la casquette de freelance en plus. Et en fait, j'accompagnais Hélène sur des missions avec 365 degrés. Ouais, j'ai beau essayer de me débarrasser de Dorian, en fait, mon empathie a pris le dessus. Et pendant toute cette période, en fait, on s'est jamais quitté. Quand on parlait, même sur une sphère plutôt privée, de nos jobs et de nos missions et qu'on se racontait nos journées, en fait, on s'est rendu compte que nos expertises se nourrissaient mutuellement. Et que, en fait, cette complémentarité apportait de la valeur. C'est-à-dire qu'on retournait le lendemain dans nos jobs respectifs et dans nos missions, et en ayant enregistré ce que l'autre nous avait dit, on apportait un plus. Et quand Dorian m'a dit qu'il se posait la question de quitter la start-up dans laquelle il bossait, en fait, ça a été le début de nos discussions, mais c'était vraiment... Enfin, on s'est rendu à l'évidence sur le fait que c'était le moment de s'associer pour... apporter à nos clients cette valeur qu'on arrivait à créer en échangeant en continu, quoi. Et l'histoire était lancée. C'est ça. Du coup, vous pouvez nous dire un peu plus concrètement sur quel type de problématique, justement, ce binôme que vous formez, il apporte cette plus-value et même est nécessaire, voire fait toute la différence pour les entreprises que vous accompagnez? En fait, à partir du moment où il y a un risque de gap entre ce qui va être promis et ce qui est vraiment vécu, typiquement, c'est un terrain de jeu qui est assez parfait pour le binôme product marketing et product design. Si on prend un peu de hauteur et d'un point de vue plutôt macro, en fait, ce binôme, et c'est ce qui a fait aujourd'hui aussi la raison de notre association, c'est à nous deux, on apporte une vraie cohérence vraiment complète sur l'ensemble du cycle de vie du client, c'est-à-dire de l'acquisition jusqu'à la rétention. Quand on collabore, naturellement, on va travailler sur le parcours et on va gommer ces gaps entre ce qui vraiment cette promesse et le plus important, c'est la valeur qui est perçue par l'utilisateur. Ouais, peut-être que le premier exemple qu'on peut citer, c'est quand, par exemple, moi je travaille plutôt sur un positionnement et sur une proposition de valeur et le messaging qui va avec. En fait, je vais pas bosser dans mon coin et à un moment sortir mon doc en disant tiens Dorian, voilà ce que j'ai fait. En fait, à chaque étape de ce travail, je vais soumettre à Dorian l'avancement du travail et en fait, il va la challenger en permanence avec sa vision du parcours et sa vision du produit. Concrètement, j'ai un exemple qui me vient en tête. Si je mets en avant une fonctionnalité d'analyse de data, par exemple, mais que en fait dans le produit elle est planquée au fond d'un parcours utilisateur, en fait le fait que moi je la mette en avant dans le messaging, ça crée un gap énorme entre ce que le client imagine et ce qu'il va vraiment vivre. Et donc en fait quand on travaille ensemble là-dessus, on va retravailler sur le parcours pour ressortir cette fonctionnalité si en effet elle est clé, ou moi je vais remettre en question le fait de mettre en avant cette fonctionnalité autant que ce que j'imaginais le faire, et en fait on aligne la promesse et l'expérience naturellement, quoi. Là où on est très pertinent, enfin le binôme est vraiment efficace aussi, c'est sur les sujets d'adoption. On en a fait un webinaire, mais c'est assez crucial dans le produit. Et en fait, on met un point d'honneur à travailler surtout avec les clients, c'est sur l'onboarding. Parce qu'en fait, l'onboarding, c'est le moment de vérité. C'est à ce moment-là où en fait l'utilisateur va avoir l'effet waouh ou pas waouh justement. Et c'est là où il va mettre les mains et découvrir pourquoi il a payé. Et en fait, si les premières fonctionnalités que l'utilisateur découvre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui a vendu, c'est quand même très mal parti. Et quand on travaille comme ça tous les deux, on s'assure en fait que l'expérience démarre au bon moment, de la bonne manière, mais surtout elle suive le bon chemin. Ouais, et alors dit comme ça, en effet, on a plutôt l'impression que ça s'applique essentiellement à des modèles SaaS, mais en fait, ça s'applique aussi à des solutions sales-led avec un projet d'intégration, parce que finalement, le projet d'intégration, le démarrage du projet, en fait, c'est l'onboarding. Et le nombre de fois où on entend des responsables de projet dire mais en fait, moi, mon client, il tombe des nues quand je lui explique par quelle étape il va passer, qui comprend qu'en fait, c'est pas du tout ce que le sales lui a raconté. Tu vois, ce travail-là, il faut qu'on le fasse aussi avec cette équipe d'intégration et cette équipe projet. Je pourrais peut-être citer aussi le go-to-market, parce que quand on lance une fonctionnalité, on va aussi travailler ensemble, notamment pour marketer la fonctionnalité dans l'app. Tu vois, il s'agit pas d'arriver avec des argumentaires, des pop-up dans tous les sens et dégrader finalement la qualité de l'UX et l'efficacité du parcours utilisateur. Donc si on travaille pas ensemble,
En fait, on va se livrer des slides et des docs en disant je veux ci, je veux ça. Alors qu'en fait, en construisant ensemble, on crée finalement d'abord un espèce de parcours d'acquisition dans l'app qui est bien foutu parce que tu as à la fois le market et à la fois le design qui s'en est mêlé, donc c'est fluide. Et puis tu dégrades pas l'efficacité du parcours pour l'utilisateur existant qui est pas forcément directement concerné par les nouvelles features, par exemple. On apporte une valeur ajoutée ou en tout cas on fluidifie en fait la construction de ce go-to-market dans ce genre de cas. Pour moi, là où le binôme a un rôle à jouer et assez important, c'est sur la phase de discovery. Où là, en fait, on voit bien, on est super complémentaires parce que quand on se concentre à comprendre le marché, à analyser le marché, c'est aussi comprendre l'utilisateur et ses besoins et ce qu'il lui faut pour continuer. Ce qu'on fait avec Hélène, c'est que on partage continuellement nos insights. Ça veut dire quoi? En réalité, lorsqu'on fait des interviews, on les construit ensemble, on développe les questions ensemble de manière à optimiser et à avoir le maximum d'insights pour nous servir pour le produit. Alors, finalement, la pelote de laine, on peut presque la tirer à l'infini dans la collaboration. Et est-ce que vous, par rapport à tous ces cas d'usage, vous détectez un peu des signaux faibles, un peu qui vous alertent quand vous travaillez avec des entreprises ou même quand vous avez une expérience d'utilisation d'un produit où vous dites, bah ouais, là, il y a en effet un problème d'alignement entre marketing, produit, expérience utilisateur. Ouais, alors en effet, le premier signal, alors c'est propre aussi au fait que on arrive avec un regard extérieur et qu'on démarre des missions externalisées, mais à chaque fois qu'on démarre une mission, en fait, on commence toujours par une phase d'immersion avec un mini audit qu'en fait on s'oblige à mener en parallèle. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je vais faire un mini audit, un petit diagnostic marketing où je vais poncer les supports de vente, poncer les contenus, le site, comprendre la concurrence, etc. pour me faire mon petit audit de mon côté. Moi, de mon côté, je prends toujours un prisme plutôt fonctionnel, expérience et parcours produit pour être capable de moi me faire ce diagnostic-là. Et une fois qu'on a fait nos deux diagnostics, on les confronte pour voir vraiment ce qu'on a compris, retenu, les problèmes et autres. Et en fait, en général, on se rend bien compte que l'histoire, c'est pas vraiment la même chose, quoi. Ça, c'est pas vraiment très aligné, quoi. Ouais, en fait, ce premier signal, tu vois, il nous met la puce à l'oreille. Et je dirais que le deuxième signal, en fait, c'est la confirmation. C'est-à-dire que quand on a fait cet audit et qu'on s'est dit, tiens, là-dessus, c'est marrant qu'on n'ait pas compris la même chose, on va aller interviewer les sales, le marketing, le CSM, le produit, et quand on va leur demander par exemple de citer les 3 bénéfices du produit, et que finalement t'as autant de tiercés que de personnes interrogées, là aussi c'est un marqueur, quoi. Quand je parle des bénéfices produits, en fait, ça peut, tu vois, on peut élargir la liste des questions, et souvent on s'aperçoit qu'il y a des décalages selon le job et selon la mission. En fait, les KPI, ils trahissent jamais, hein. C'est-à-dire que quand le churn, l'adoption ou les NPS sont plutôt dans le négatif, surtout on ne sait pas dire pourquoi, ça montre qu'il y a un problème, quoi. Ouais, souvent il faut en effet se poser la question de finalement ce problème, est-ce qu'il vient pas du fait que entre ce qu'on dit et ce qu'on montre, est-ce qu'il n'y a pas un décalage en fait. Et je rajouterais peut-être un quatrième point, c'est les retours clients. Évidemment, c'est souvent la vérité, mais surtout des retours clients qui montrent de la déception. Tu vois, pas juste un feedback sur des bugs, mais quand les remontées auprès des CSM ou des équipes projet ou du support montrent en fait de la déception à l'usage du produit. Là aussi, cette déception, elle vient forcément d'une promesse qui est pas alignée avec ce qu'ils trouvent en fait. Et donc voilà, quand tu réunis ces 4 signaux, c'est qu'il faut nous appeler en fait. Je crois que c'est là. Là, en vous écoutant parler, je me posais la question, est-ce que justement c'est souvent les entreprises qui vous contactent ont déjà un peu justement ces signaux faibles qui vous appellent en disant ok, je pense qu'il y a un problème, ou c'est vous qui vraiment permettez aussi d'ouvrir les yeux entre guillemets sur ces problèmes-là? Alors là, en réalité, on nous appelle pas forcément pour nous dire il y a un décalage entre la promesse et ce qui se passe dans le produit. Et quand ils le détectent, souvent, en fait, ils essaient de le régler d'abord en interne.
Par contre, on vient plutôt nous interroger typiquement sur ces petits audits justement pour avoir un regard extérieur. Je pense notamment à des moments où il y a des projets de repositionnement ou un projet de développement, on va dire nouveau d'une nouvelle app ou d'un complément de solution. Et souvent, on revient un peu en arrière, tu vois, on fait un peu de rétropédalage en disant ah là il y a ce qu'on constate, c'est qu'en effet il y a peut-être déjà un alignement à imaginer. Ça veut pas dire qu'on le règle en quelques semaines. Il y a des choses qui doivent s'intégrer dans la roadmap et sur du plus long terme. Déjà, on est capable de mener quelques ajustements et valider que ça a un impact sur les différents signaux que nous, on aura détectés au préalable. Justement, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu dans le détail de 3 thématiques clés, justement, où la collaboration product marketing, product design fait toute la différence. Et si ça vous va, pour chaque thématique, on va un peu entrer dans le détail de quel est le problème, le use case, et ensuite que vous puissiez apporter un peu la solution, comment justement cette collaboration elle prend forme, et les bénéfices. On va parler de 3 choses. La survente, donc justement cette différence entre promesse et après réalité. Deuxième sur un sujet plutôt de storytelling. Et enfin, le dernier sujet dont tu as déjà parlé un petit peu, Dorian, sur l'adoption. La survente, c'est un cas assez classique. C'est le moment où tu te retrouves en réunion client, plutôt prospect, et en fait, tu as le prospect qui demande une fonctionnalité et le commercial qui dit bah oui, il y a pas de souci, et en fait derrière, elle est pas du tout présente. Et là, en fait, à partir du moment où on fait ça, quand l'utilisateur utilise le produit, va pas trouver cette fonctionnalité, là, il y a un gros problème, quoi. Je prends un exemple concret. On a bossé sur un SaaS qui mettait en avant le pilotage en temps réel des KPIs financiers. La promesse était évidemment hyper intéressante. Ça tombait bien, elle était alignée avec les attentes du marché, donc d'autant plus intéressante qu'elle répondait aux besoins de la cible. Sauf que quand en fait on arrivait dans l'app, il fallait cliquer dans 3 menus. C'était un vrai parcours du combattant pour trouver ce fameux dashboard. Et quand l'utilisateur le trouvait, c'était un peu un coup de bol. Et forcément, ce que l'éditeur constatait, c'était qu'il y avait énormément de frustration chez les utilisateurs parce que ils attendaient cette fonctionnalité. Et donc la conséquence, c'était que les NPS étaient vraiment pas bons, et que le support était hyper sollicité sur ces sujets. Ils avaient des tickets dans tous les sens sur mais comment je trouve mon dashboard, comment je le construis, je comprends pas. On s'est attaqué à cette problématique en fait par les deux faces. On a d'un côté isolé la promesse en question pour essayer de la rechallenger. L'objectif, c'était en effet de valider qu'elle correspondait bien à ce que le produit propose, qu'elle correspondait bien à ce que la cible attendait, et valider qu'elle était différenciante pour confirmer qu'il fallait vraiment la mettre dans les éléments clés. Et puis, on a un peu optimisé la formulation justement pour réajuster un petit peu tout ça. Pour le coup, on a retravaillé le parcours de manière à ce que ce dashboard qui était primordial en fait soit visible dès l'onboarding, on revient toujours à l'onboarding, et apparaissent directement en fait sur la home. On a retravaillé le wording aussi pour reformuler quelques CTA pour que les actions finalement soient plus claires, et aussi le wording de certains écrans. Une fois qu'on a effectué toutes ces tâches, on a refait le point avec les équipes, et du coup les CSM, le support en fait nous ont bien expliqué qu'ils étaient pour le coup très soulagés, et en fait finalement on avait réussi à transformer la promesse en preuve, quoi. Quand on est dedans, en plus, on s'en rend pas forcément compte, ou c'est une chose parmi 1000 autres fonctionnalités. Et parfois aussi, selon la communication qu'il y a entre les équipes, c'est le genre de choses qui remontent pas forcément en fait, et chacun, le support a des tickets, le NPS est mauvais, mais il n'y a pas de discussion forcément. Les sales continuent à vendre comme des fous cette fonctionnalité. Je pense que derrière ce sujet-là, il y a aussi un sujet de collaboration et de bon niveau de communication sur ce type de problématique. Ce qu'on constate souvent quand on débarque sur ce genre de problématique, c'est que finalement le produit s'est gratté la tête de manière hyper intense en se disant mais je comprends pas pourquoi il y a autant de déceptions, pourquoi on a autant de support sur cette fonctionnalité, alors qu'en réalité c'est le problème, tu vois, c'est pas soit le produit, soit le marketing ou soit le sales en fait. Le problème c'est que le client, il est là du début à la fin, et que en fait il a pas de rupture lui dans son parcours. Donc en effet c'est exactement ce que tu dis. Le fond du problème, c'est être capable de faire parler l'aspect business et l'aspect produit,
Et surtout, de pas se rejeter un problème comme ça, comme une patate chaude, et plutôt de se dire, bon, ok, on se met autour de la table, parce que peut-être que la vérité est entre nos deux équipes. Et souvent, c'est un truc qui est difficile parce on a tous la tête dans le guidon et que on commence par essayer de balayer devant sa porte avant de, avant de se dire que c'est peut-être que c'est pas la porte de notre appart, mais c'est la porte de l'immeuble qu'il faut aller travailler ensemble, quoi. Eh ben, si ça vous va, après de parler de survente, on va parler d'un sujet qui est un peu lié, le sujet du storytelling désaligné, comme vous l'avez appelé. J'aime beaucoup cette petite expression. Je vous laisse nous expliquer ce que vous entendez par là. Et en effet, c'est assez lié. Chaque équipe va raconter une histoire un peu différente. Parce que finalement, chaque version va un peu plus l'arranger par rapport à ses KPIs et par rapport aussi à ce qu'ils ont eux-mêmes compris du produit et de la cible. Donc typiquement, on peut se retrouver avec un marketing qui va mettre en avant la simplicité, un produit qui finalement paraît dans son design, son ergonomie, va paraître un peu complexe, et les sales qui vont parler de fonctionnalités avancées parce qu'ils ont l'impression que c'est ça qui va leur permettre de porter la valeur du produit. Et donc, quand tu te mets à la place du client, il a 3 discours, donc potentiellement 3 arguments différents. Il sait pas trop sur quel pied danser. Il sait pas vraiment quelle est la promesse qui lui est faite parce que du coup, qui croire. Et en fait, quand on se retrouve face à ça, là aussi, en fait, on va travailler sur les 2 axes, étonnamment. Et on va commencer par se poser la question de, ok, alors le produit paraît complexe, mais est-ce qu'il est vraiment complexe ? Est-ce qu'il offre vraiment des fonctionnalités qui sont plus avancées que les concurrents, etc. Dans l'idée de retravailler finalement le positionnement dans ce sens-là, les messaging. L'objectif, en fait, c'est quand on intervient là-dessus, c'est d'essayer d'identifier, alors qui a tort, qui a raison, mais en tout cas à peu près où se situe la vérité pour essayer de la rétablir auprès de toutes les équipes. Puis toi, côté design aussi, t'as un peu de travail. Ouais, côté design, en fait, c'est se demander, est-ce que c'est le design ou le parcours qui va laisser cette impression de complexité, mais le produit, en fait, il est réellement simple. Ça me fait penser à un client qui développe une solution de supply chain, en fait, pour laquelle, la réponse, elle était un peu entre les deux. Et en fait, on a effectué un travail d'optimisation des étapes du parcours. On a fait des rectifications, disons un peu de design. On a planché quand même sur le wording pour alléger les écrans parce que c'est vraiment ça qui complexifiait. Et en plus, ce qui n'était pas initialement prévu dans les échanges et dans la mission, on a construit un design system qui était cohérent pour pouvoir simplifier les parcours et l'évolution des parcours. Ouais, l'idée c'était de s'aligner avec le branding. Ça aide, une fois que tu t'alignes avec la brand, ça aide aussi à raconter une histoire qui est cohérente. Donc quand tu alignes le produit déjà dans son design et dans les codes graphiques avec les codes graphiques de la société, naturellement déjà tu alignes un certain nombre de choses sans avoir forcément à travailler plus que ça. Et puis évidemment on a retravaillé le message. On a fait un peu de sales enablement aussi pour que tout le monde parle d'une même voix et le même discours et les mêmes mots-clés. Et le résultat et l'objectif, c'était que finalement, peu importe que le prospect ou le client découvre la solution à travers le site web, à travers une démo, sur un salon ou à travers un rendez-vous sales, l'objectif c'est qu'ils l'entendent, qu'ils voient et qu'ils ressentent la même histoire sur tous les canaux et quel que soit l'interlocuteur et à chacun de ces points de contact en fait, qui est un vrai storytelling assumé de son premier échange jusqu'à l'utilisation de la solution. Et en fait, typiquement là sur le cas qu'on évoquait, cette cohérence, elle a non seulement apporté la crédibilité et la confiance au prospect, mais en plus elle a permis de fluidifier tout le process de vente. Il y avait moins de questions mais attendez, je comprends pas parce que la dernière fois j'avais retenu ça et en fait là vous me dites ça et puis quand je vais sur la démo, le process de vente était plus naturel et donc le cycle de vente a été réduit parce qu'il y avait moins de questions et plus de confiance. C'est des sujets qui sont aussi hyper humains. C'est pas juste en effet changer des wordings sur une page internet. Enfin, il y a énormément d'éducation, j'imagine, aussi derrière, pour vous aussi de faire prendre conscience d'alignement
etc. Et je me posais la question sur ce sujet-là, particulièrement du storytelling. Est-ce que parfois ça vous arrive de faire face justement à une perception qui est différente selon les équipes et donc à comment faire en sorte de trouver ce juste milieu dont vous parliez? Oui, ça nous arrive. Là, typiquement, tu vois, sur cet exemple de solution de supply chain, on était vraiment avec une équipe hyper tech dans un domaine plutôt technique avec des interlocuteurs clients qui étaient hyper techniques aussi. Et donc tout le monde se contentait d'utiliser un vocabulaire hyper compliqué, hyper jargonneux. Et finalement, on s'apercevait que les équipes plutôt business et plutôt marketing et sales réutilisaient des mots, réutilisaient des termes sans vraiment comprendre quelle était la définition exacte qu'il y avait derrière et quelle était la compréhension que le client pouvait en avoir. Et donc là, en effet, il faut apporter énormément de pédagogie, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas juste donner un dictionnaire technique aux équipes marketing et sales, c'est aussi expliquer côté produit que c'est très bien qu'ils soient capables d'avoir le même discours que leurs clients, mais que s'ils voulaient pouvoir être aidés avec beaucoup d'efficacité par les équipes business, il fallait qu'ils se mettent aussi à la hauteur des compétences techniques de leur équipe business. Et donc là, en effet, il y avait cet exercice de pédagogie à faire. Et même côté design, en fait, le sujet était tellement technique que le design était un peu mis de côté en disant mais en fait, c'est pas le sujet. Mais si, en fait, c'est le sujet parce que ça va faciliter aussi la compréhension de tes clients, ça va faciliter l'adoption de ton produit, et puis ça va faciliter côté marketing et côté sales, l'explication et la présentation du produit si ton design est construit de manière aussi avec un peu d'esthétisme et un petit peu de recherche d'ergonomie, quoi, ce qui n'était pas du tout le cas quand on est débarqué. Donc oui, il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup d'allers-retours à faire. Faut mettre parfois les gens autour de la table pour que les échanges se créent. Et que là aussi on se renvoie pas la patate chaude en disant mais c'est parce que c'est le sales, ah non c'est parce que c'est le produit, mais de toute façon ils se contentent d'utiliser des termes qu'on peut pas réutiliser. Enfin bon, bref, il y a du dialogue à créer, quoi. On est des médiateurs du produit et du marketing. Souvent dans ce genre de cas, le rôle des dirigeants est important. Là, typiquement, on a démarré par porter ce diagnostic et ce bilan auprès du comité de direction, qui a pris conscience en fait du sujet. Et du coup, ça amène un petit peu de fluidité aussi dans les rouages quand les équipes dirigeantes s'en mêlent, quoi. On a parlé de survente, de storytelling désaligné. Et ben maintenant, on va parler d'adoption partielle. Dernier sujet qui est aussi passionnant. Quand on parle d'adoption, hein, c'est un réflexe qu'on a, c'est qu'on parle, je reviens encore au même sujet, mais d'onboarding, parce que c'est le premier point et le premier levier pour améliorer l'adoption. Mais en fait, au-delà de l'onboarding, il y a l'utilisation du produit après au quotidien. Et en fait, il y a beaucoup d'éditeurs en fait qui constatent que leurs utilisateurs vont faire un usage des fonctionnalités relativement basiques du produit et qu'en gros, tous les efforts qui ont été faits pour faire développer des fonctionnalités avancées, en fait, sont peu utilisés, alors que c'est vraiment ça qui apporte de la valeur au produit. Et donc, on se retrouve dans ces situations-là où en fait, l'utilisateur, il utilise le produit, en fait, il va plutôt voir qu'il est limité parce que les fonctionnalités sont avancées, sont possiblement pas accessibles ou en tout cas moins visibles. Forcément, sa motivation et son engagement dans l'utilisation du produit, avec le temps, ça décroît. Et derrière, l'équipe sales, elle pourra pas faire d'upsells ou autre en fait. Elle se retrouve un peu bloquée, quoi. On a bossé il y a pas très longtemps avec une solution de démat qui vendait beaucoup sur une fonctionnalité de traitement avancé des dossiers clients. Et en réalité, quand on regardait un peu le comportement des utilisateurs au sein de la solution, en fait, les utilisateurs se limitaient à stocker et à trier les pièces administratives qui constituaient le dossier. Mais en fait, tous les modules avancés d'automatisation, de catégorisation étaient très peu utilisés. Alors qu'en fait, c'était la promesse initiale du produit, et c'était cette promesse-là qui justifiait finalement le prix assez premium de la solution, quoi. Et donc, les équipes sales se retrouvaient au bout de 6 à 9 mois avec des clients qui les rappelaient pas contents,
des débuts de litige, c'était une situation un peu peu embarrassante. Sur les feedbacks en fait que ces commerciaux recevaient, en fait, on les a pas laissés dans un coin pour le coup, on les a récupérés, on les a analysés, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le contact avec ces clients-là. On a réalisé des interviews pour comprendre en fait ce qui se passait. On les a doublés dans la majorité des cas avec des tests, en fait, avec l'objectif de repérer en fait le décalage entre la valeur ajoutée que les commerciaux vendaient et en fait ce qui était vraiment utilisé par l'utilisateur. Et en faisant tout ce travail, on a identifié que les modules avancés étaient compliqués, on va dire, à accéder, en fait, étaient cachés derrière des menus déroulants. Le wording, encore une fois, là, très technique. L'UX, le design qui était proposé était finalement trop complexe pour le niveau de maturité en fait des utilisateurs. On a tout remis à plat et en fait on a retravaillé le parcours de manière à ce que ces modules avancés interviennent beaucoup plus tôt dans le parcours et en fait pour qu'ils puissent être pertinents pour l'utilisateur. On a travaillé avec Hélène sur le wording pour enlever tout ce qui était relativement technique et compliqué. Typiquement, on est passé de workflow et automatisation à options avancées. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment de simplifier dans la globalité les parcours qui étaient proposés. Hein. Et ce qui n'existait pas, on a créé ce qu'on appelle des micro-guides, c'est-à-dire des pop-up qui s'affichent avec des checklists et autres, pour remettre les bénéfices et arguments en fait de ces options avancées, de manière à ce que les utilisateurs soient incités à prendre en main ces fonctionnalités-là. Une fois qu'on a procédé à toutes ces évolutions, on a constaté que l'utilisation de l'usage, on va dire, des fonctionnalités avancées était à un niveau bien meilleur. Et finalement, en rééchangeant avec eux, on a constaté que la valeur ajoutée qui était proposée était vraiment existante et en plus vraiment différenciante. Donc, on a constaté avec l'équipe en plus produit que la rétention derrière était meilleure. Quoi. Quand vous parlez de micro-guides, souvent ça me fait penser au product tour, enfin, un peu justement qui arrive souvent à l'onboarding. Et il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression. L'école qui dit il faut faire plein de product tours, c'est trop bien. Et l'autre école qui dit en fait non, ça sert à rien, les gens juste cochent la petite croix parce que finalement ça c'est hyper intéressant en théorie, mais dans la pratique pas trop. Est-ce que là-dessus vous avez un avis? Est-ce que c'est potentiellement pertinent que dans des cas spécifiques? Là par exemple, je trouve qu'en effet ça fait grave du sens. C'est quoi votre approche là-dessus? Cette checklist, ce product tour en fait a toujours un intérêt. Là où il a le plus d'intérêt, c'est quand on arrive sur des produits qui sont très techniques, où en fait il peut avoir beaucoup de fonctionnalités. Et donc là, pour moi, il est nécessaire de l'avoir, avec toujours cette option en effet de pouvoir le quitter, où on n'est pas obligé de l'avoir à chaque fois. Mais en fait, cette checklist, elle est hyper importante parce que dans un onboarding qui peut être long, ou une prise en main qui peut être longue, ça permet en fait de voir clairement les fonctionnalités disponibles et du coup de les utiliser et de les prendre en main. De cette manière, on passe jamais à côté. Et pour moi, c'est nécessaire de l'avoir. Il faut pas non plus une checklist avec 28 pages ou autre, mais je pense qu'il faut être capable, et c'est là tout l'intérêt de travailler avec un binôme en product marketing, c'est la capacité d'identifier les bénéfices, la valeur ajoutée, les fonctionnalités qui existent et les mettre devant à travers cette checklist, quoi, pour que l'utilisateur l'ait tout de suite. Donc, moi, c'est un go tout de suite obligatoire pour moi. La réflexion qu'on a souvent, finalement, c'est, tu vois, tu parles de product tour. En effet, ça arrive jamais au bon moment parce que ça sort, alors que c'est pas du tout, t'as pas du tout le temps d'y consacrer. Par contre, le fait de pouvoir la retrouver facilement, et donc de pouvoir être guidé, ça c'est un des éléments pour lesquels on essaie de militer un petit peu. Et en fait, de pas se dire j'ai fait un product tour et basta. En effet, être capable d'allier ce product tour avec la checklist dont Dorian parlait. En fait, ça permet de dire ok, j'ai pas le temps de faire le product tour, mais déjà je vais regarder la checklist et puis quand tu t'aperçois que ta checklist n'est pas complètement cochée et que tu as des éléments supplémentaires, en fait, tu peux revenir sur le product tour et donc découvrir comment est-ce que tu passes à l'étape d'après. On est plutôt pour, mais pas forcément de manière hyper silotée en disant on met ça et pas autre chose. C'est plutôt des compléments
d'approches qui font la valeur en fait de ce système. Merci beaucoup pour d'être rentré autant dans le détail sur ces 3 use cases qui sont en effet hyper pertinents et qu'on parle d'adoption, enfin de problèmes d'adoption, de problèmes de survente ou de storytelling. Ce que j'ai bien aimé en fait dans ces 3 exemples, c'est que finalement il y a toujours ce constat de se dire en fait il faut se mettre à la place du client parce que le client voit tout d'un coup alors que nous à l'intérieur on a souvent cette vue silotée. Et le fait que souvent, les 3 sont quand même liés. Et finalement, si on a un problème de survente, c'est peut-être aussi par rapport à cette histoire de storytelling et du coup derrière une adoption qui est moindre. Il y a vraiment cette connivence, je trouve, entre ces différents sujets qui donnent aussi de la perspective finalement sur ces problématiques-là. Tout est lié en fait. On les a présentés comme 3 use cases différents, mais comme tu le dis, ça s'enchaîne, ça se répond. Ça peut parfois même ressembler un peu à des poupées russes, tu vois. Tu en ouvres une, et c'est ça, et puis finalement quand tu rentres dans les détails, tu en ouvres une autre, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, en effet, l'idée c'est d'améliorer évidemment l'expérience du client, mais sur l'ensemble du cycle de vie du client, et pas forcément sur le cycle du produit en fait. Et c'est souvent le décalage qui existe, c'est que nos missions sont plutôt partagées autour du cycle de vie du produit, et c'est ce qui nous décale en fait du cycle de vie du client. Or, c'est ce qui compte quand on veut faire de la croissance et quand on veut vendre son produit, quoi. Ce que je vous propose, c'est de faire un focus aussi sur votre collaboration. Je pense que là, les auditeurs ont bien compris le sens de travailler en binôme. Donc là, l'idée, c'est d'être un peu plus dans le détail sur comment elle fonctionne réellement, cette collaboration, cette complémentarité. Et du coup, j'aimerais commencer par savoir en quoi vos rôles sont vraiment complémentaires. Est-ce qu'il y a parfois vous marchez dessus ou pas? Au début, peut-être oui. Maintenant, vous avez trouvé les bons process. Enfin voilà. Si demain, moi, je veux travailler avec mon binôme product design, comment je fais? Et si on fait un focus sur une phase essentielle dont on a déjà pas mal parlé, c'est l'adoption, qui pour un nouvel utilisateur, c'est le moment où il va valider la promesse qu'on lui a faite pendant l'acquisition, et c'est le moment où ça va se concrétiser dans le produit et dans son usage. La promesse que le marketing et les sales vont envoyer, et en fait lors de l'utilisation, comment l'utilisateur, la valeur en fait qu'il va percevoir. Et radicalement, s'il y a un décalage entre les deux et que du coup on raconte pas la même histoire, on crée forcément de la déception. C'est assez évident. Il y a un truc que j'aime bien utiliser pour justement faire comprendre cette complémentarité, c'est que le product marketing, comme le disait Dorian, c'est la promesse. Le designer, c'est l'expérience. Et en fait, c'est vraiment beau, hein. Et en fait, notre rôle, c'est de faire en sorte que les deux racontent la même histoire et que la promesse qu'on fait au prospect est bien vécue par l'utilisateur. Et c'est ça qui fait la différence finalement entre un produit qui est adopté et un produit qui est vite abandonné. Donc c'est essentiel. Et du coup, concrètement, à quoi ressemble la collaboration au quotidien? C'est comme là, c'est-à-dire qu'on est à côté. Pour le coup, la proximité est là. Et en fait, l'avantage, c'est que quand on travaille sur des projets, des missions, en fait, on garde toujours un œil l'un sur l'autre. Alors pas pour fliquer ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on a une discussion, on a des échanges en continu, ce qui permet en fait à chaque fois, en fonction de nos périmètres et de ce qu'on est en train de produire, on s'éloigne jamais vraiment de l'objectif, puisque du coup, on est toujours là, l'un ou l'autre, pour rappeler à l'ordre l'autre en lui disant, il faut, tiens, pense à rajouter ce mot-là, tiens, t'as pas ajouté cette fonctionnalité-là. Et donc, du coup, on a vraiment une sorte de cohérence dans la construction. Donc ça, c'est déjà un premier point. On a identifié avec l'expérience quand même quelques phases qui sont plus critiques, où là, il faut vraiment, pour moi, collaborer complètement. J'en parlais un peu avant, c'est la discovery, le go-to-market, et surtout, au moment de l'itération de parcours ou des évolutions de messages, parce qu'en fait, Hélène en a déjà parlé, mais à partir du moment où on agit quelque part sur le produit, il faut que ça revienne et que ça soit aligné côté marketing. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on collabore. Nos rôles sont vraiment distincts parce que clairement, on fait pas le même métier. Je serais relativement incapable de faire ce que fait Hélène pour le coup. Moi, pareil. Mais ce que je disais au début, on se nourrit mutuellement.
Et lorsque j'ai des doutes, lorsque je me pose des questions sur un écran, sur un parcours, en fait, j'hésite pas à échanger avec Hélène. J'attends pas d'avoir terminé mon projet en disant, du coup, t'en penses quoi, quoi. C'est vraiment de la collaboration de manière à pas accumuler de retard, en fait. C'est pour pouvoir optimiser chaque détail, quoi. Donc là, on parle d'un duo, hein, product marketing et product design. En fait, clairement, il faut pas oublier le product manager. Donc en vrai, c'est un trio qui fonctionne super bien. Parfois, on a la question, oui, mais du coup, est-ce que vous prenez un peu le job du PM? C'est pas du tout le cas. Typiquement, il a toujours la responsabilité de la vision produit, de la roadmap. Nous, on vient juste l'aider à enrichir les insights dont il a besoin pour prendre des décisions. Sur un certain nombre d'optimisations, parce qu'en effet, on a beau s'être aligné, on le fait sans forcément avoir l'intégralité de la vision que lui peut avoir. On va lui proposer des ajustements possibles, soit côté message, soit côté parcours, et puis à lui de finalement d'arbitrer en disant ok, c'est quoi les impacts, c'est quoi les ressources dont je dispose. Bon ok, l'idéal c'est plutôt peut-être de faire évoluer le message à court terme parce que ça nous implique moins, nous côté produit on n'a pas le temps, mais pour autant ça amène quand même une amélioration qui est intéressante. Et inversement quoi. Donc il a quand même encore ce rôle d'arbitrage. On essaie de l'alléger pour que lui n'ait pas forcément ce travail d'alignement à faire. Et c'est super intéressant, en effet, que vous apportiez à cette vision de ce triptyque. Je suis d'accord avec toi, Dorian, c'est vraiment le triptyque hyper important et qui change tout dans les collaborations et dans derrière comment ça permet aussi de faciliter la collaboration avec le marketing, avec toutes les équipes business. Si déjà au sein de l'équipe, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, produit, en tout cas le design, le product marketing et le PM sont déjà alignés, c'est déjà presque la moitié du job, j'ai envie de dire. Donc merci aussi de donner aussi cette visibilité-là sur au-delà de la collaboration design PMM, comment ça vit avec le product management. Et j'aimerais terminer notre échange avec une dernière question qui est si vous avez un conseil ou une erreur à éviter pour renforcer cette collaboration, qu'est-ce que ce serait ? En fait, je pense qu'on peut y aller crescendo, c'est-à-dire que si cette collaboration est pas vraiment initiée, peut-être que le premier point déjà, c'est d'être capable c'est même pas d'être capable, c'est de s'inviter mutuellement dans vos process. C'est-à-dire que inviter le PMM dans les design reviews, en attendant de sa part qu'il apporte sa vision du message, de la perception du marché pour confirmer que tout est bien aligné. Là encore, je crois que c'est vraiment le mot-clé de cet épisode. Et inviter les designers dans les go-to-market reviews, par exemple, là aussi pour apporter la vision de ce qui se passe réellement côté produit, côté expérience et côté utilisateur, et valider qu'il y a une vraie cohérence entre ce qu'on a mis dans le go-to-market et les messages qu'on veut porter à travers le go-to-market et ce qui se passe réellement une fois qu'on est livré à soi-même dans le produit, quoi. Ça me fait penser à des situations que j'ai vécues beaucoup en startup. Ce qui est pour moi l'un des meilleurs conseils qu'on pourrait donner, c'est de partager, de collaborer avec les équipes et donner le maximum d'informations, partager les insights sur le produit, sur les utilisateurs, sur le marché, parce qu'en fait, on se rend compte, et moi je m'en suis rendu compte aussi, c'est que on pense que tout le monde est au niveau, mais en fait, tout le monde n'a pas le même niveau d'information et c'est ce qui crée ces décalages après dans la conception du produit. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'instaurer des rituels de 30 minutes, 45 minutes où en fait, on partage ces informations-là, toutes les insights possibles, que ça soit, ça peut être par semaine ou par mois, mais l'idée, c'est vraiment de partager le maximum de données. Et typiquement, si par exemple, je vois un insight en regardant un Hotjar ou autre, souvent Hélène me dit, attends, je vais regarder sur HubSpot si ça peut concorder, s'il y a un match ou quelque chose. C'est vraiment ce qui permet, moi en tout cas je trouve, de nous aligner et de prendre des bonnes décisions derrière. Autre point, c'est le fait d'être capable de co-construire avec l'autre, c'est-à-dire lorsqu'on va travailler par exemple sur une nouvelle fonctionnalité, qu'on va l'intégrer dans le parcours, l'idée c'est quand même de s'assurer que tout le monde ait conscience de où on va l'intégrer, est-ce qu'on l'intègre au bon endroit, est-ce qu'elle va avoir le meilleur impact, et derrière en fait si on le fait dans le produit, il faut aussi
que ça se répercute côté marketing. Et donc, c'est vraiment co-construire sur la globalité du produit, quoi. Ouais, et alors ça, en effet, c'est l'étape ultime. Quand on arrive vraiment à faire ça et à se mettre autour de la table et dire, OK, voilà nos problématiques mutuelles, ou voilà ma problématique, comment tu peux m'aider. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi, côté message, c'est tester les messages dans le produit. En fait, typiquement, dans un go-to-market, souvent, on se dit, OK, j'ai un email d'activation à faire. On va se focuser sur cette problématique d'email d'activation. Alors qu'en fait, on peut tester les messages directement auprès des utilisateurs en intégrant des petites pop-up ou des éléments de wording déjà dans l'app. Le fait de faire ça, ça va m'obliger à aller voir mon product designer préféré pour lui dire, écoute, j'aimerais bien tester ça, comment est-ce qu'on peut l'ajouter, mais je veux pas péter ton parcours, puis je veux pas en mettre partout, donc comment on peut réfléchir à ça. Et souvent, l'effet positif que ça a là-dessus, c'est que on devient plus sharp sur les messages, parce que ce qu'on peut mettre dans un email et ce qu'on peut mettre dans une app, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça nous oblige à être bien plus précis dans les termes qu'on utilise et dans la formulation. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir des retours, savoir si ça clique ou si ça clique pas, savoir si déjà ça a un impact. Et donc du coup, de revenir voir notre copie de l'email d'activation pour finalement récupérer les bénéfices de ce test et pouvoir lancer finalement cet email d'activation de manière hyper sereine, parce qu'on a déjà bien testé, quoi. Je finirai peut-être par les pièges, enfin le piège peut-être qu'il faut éviter, c'est de réduire l'autre à un rôle d'exécutant. Le PMM n'est pas juste là pour mettre des mots, et le designer n'est pas juste là pour faire joli. En fait, on a chacun un mode de réflexion, des processus de construction de nos missions qui sont donc complémentaires, qui ont des impacts l'un sur l'autre. Et en fait, il faut s'enrichir du prisme de chacun pour réussir à justement arriver à ce mot, ce graal de l'alignement, quoi. Le piège, c'est de juste dire, viens m'écrire deux, trois lignes là sur mon écran. Ça va au-delà de ça, en fait. Je trouve que c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux pour ce partage d'expérience. Je pense que ça va donner des idées à beaucoup de PMM, de product designers, même de product managers, justement, sur comment mieux collaborer et pour générer toujours plus d'impact, plus d'alignement, plus d'usage du produit. Finalement, et plus de business. C'est ce qu'on recherche tous. Je finirai avec les 3 questions de la fin. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que vous aimeriez écouter sur ce podcast? Je serais intéressée d'avoir la vision d'un CPO, CPTO, enfin peu importe le nombre de lettres qu'on rajoute, mais et d'avoir sa vision et son analyse du rôle du PMM. Ça c'est très égoïste, mais aussi d'avoir sa vision du binôme PMM product designer, parce que tout à l'heure on parlait de l'intérêt de faire rentrer finalement dans des discussions un peu complexes les dirigeants de la boîte, et évidemment le CPO il est parmi les premiers à être impacté par l'alignement ou pas qui existe dans le produit. T'as quelqu'un, toi? Ou t'es d'accord avec moi? Je suis absolument d'accord avec toi. Moi, je suis toujours d'accord avec toi. Je suis complètement alignée, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à faire une saison où je fais intervenir uniquement des non-PMM pour partager justement la vision de ce qu'est le PMM selon eux, comment fonctionne la collaboration, etc. Deuxième question, est-ce que vous avez des ressources ou des livres à recommander? Moi, je vais pas être très original pour le coup, mais moi, je sais que je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. Même s'il faut faire du tri, on a quand même une quantité de contenu, que ça soit du podcast, que ça soit de l'article, que ça soit de la méthode, du process. On a vraiment un amas d'informations qui est vraiment nous permettre de garder notre niveau de connaissance et de veille à jour. Et en fait, pour moi, c'est vraiment parfait, quoi. Après, il faut faire du tri, hein, ça c'est sûr. Oui. Et moi, je compléterais, alors sans vouloir te flatter outre mesure, ton podcast est hyper riche. Je l'écoute depuis longtemps et je rate pas un épisode, donc je recommande. Et a priori, si les gens écoutent, c'est qu'ils sont déjà tombés dessus. Mais allez écouter les épisodes que vous avez pas encore écoutés et partagez évidemment.
Et je compléterai aussi avec un autre podcast marketing que j'adore, qui est Conquête, le podcast de Jordan Chenevrier-Truchet. Et d'ailleurs, je rebondis sur ta première question. Ça pourrait même être super intéressant d'avoir son œil marketing, on va dire plutôt corporate, sur le métier du product marketing manager et voir comment est-ce que lui perçoit la collaboration entre les deux missions. Est-ce que vous pouvez nous dire où les auditeurs peuvent vous contacter, que ce soit pour continuer la discussion ou s'ils sont intéressés pour une vraie collaboration? Vous l'avez compris, Dorian est tout le temps sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. Je réponds rapidement, normalement. Il répond rapidement. Moi, je suis jamais très loin non plus, et donc évidemment LinkedIn, Dorian Defem et Hélène Chaumienne. On a un site web 365degrés.fr sur lequel vous pouvez venir nous caler un petit créneau directement dans nos agendas. Et puis pour ceux que la collaboration PMM et Product Designer intéresse et pour ceux qui ont envie de creuser un peu plus, on s'est lancé dans une production de webinars qu'on essaie de tenir à peu près tous les mois où on évoque un sujet bien particulier et on essaie de mettre en avant justement le bénéfice de cette collaboration. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir à quoi ça ressemble et à écouter tout ça. Je partagerai tous les liens. Trop bien, merci, avec plaisir. Merci encore pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci. Merci bonne journée, beaucoup, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.